Bonjour, alors on va commencer le troisième cours sur les écoulements à surface libre donc pour la géophysique, tout ce qui concerne notamment les régions côtières, les rivières et les lacs. Et ce cours va être dédié à la résolution numérique des équations de Saint-Benoît qu'on a vues dans les derniers cours. Alors je vais le faire essentiellement en 1D, sachant que en fait, la même technique peut être assez facilement appliquée en multi-D, même si bon, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais c'est vraiment une méthode assez générique que je vais présenter, qui est liée du coup au volume fini. Alors, donc j'ai choisi une méthode donc, qui va être la méthode des volumes finis avec un solveur HLL. C'est pas forcément toujours la meilleure solution. Faut savoir qu'en numérique, on n'a pas une solution idéale. On va avoir un panel de façons de résoudre une équation et c'est en fonction des applications qu'on veut mettre en place que la méthode va être plus ou moins pertinente. Alors, pour illustrer ça, en fait, il y a une controverse qui est toujours la même à décider, c'est entre les problèmes de précision, si on veut une méthode qui est très précise, donc par exemple des schémas d'ordre élevé ou des choses comme ça, ou une méthode qui est très robuste, donc qui va pouvoir être valide malgré par exemple des discontinuités dans la bathymétrie ou alors des singularités dans la solution. On va difficilement pouvoir faire un compromis entre les deux qui est idéal. On va être obligé de choisir, de privilégier soit la précision avec des schémas d'ordre élevé par exemple, soit la robustesse avec des schémas bas ordre, mais ou dans lequel on va réussir à faire des preuves mathématiques sur certaines préservations d'invariants par exemple. Voilà. Donc ça c'est une présentation générale du numérique. Il faut toujours savoir que c'est pas comme avant où on a un théorème qui nous montre une solution. Ici ça va être des choix à faire en fonction de ce qu'on veut avoir comme type de solution. Voilà. Donc il y a plein d'autres méthodes. Donc moi je vais faire un solveur de Riemann type volume fini, le solveur HLL. Et il faut savoir qu'il y a plein d'autres méthodes qui existent, des éléments finis notamment, qui sont plutôt privilégiés pour faire des schémas d'ordre élevé, pas forcément les plus utilisés pour les méthodes hyperboliques, pour les équations hyperboliques, mais ça existe aussi. Des méthodes AUSM, donc avec un pas de temps un peu compliqué, qui vont servir notamment pour pouvoir approcher les solutions dans des régimes particuliers, typiquement les régimes Bafroud, qui est l'équivalent du BAMAC qui a été présenté par Charlotte Perrin dans son cours, et aussi des maillages à grille décalée qui sont aussi pas mal utilisés pour les régimes asymptotiques type Bafroud. Voilà, alors donc nous on s'intéresse à des équations hyperboliques qui ont cette forme-là. Je vais essayer de rester le plus général possible sur les équations hyperboliques, mais on a vu que les équations de Saint-Venant du coup peuvent s'écrire comme ça, avec W est égal à H et HU, et le flux qui est HU et HU carré plus G sur 2 H2. J'ai pas mis la bathymétrie, c'est un problème en soi, donc je donnerai des références sur la bathymétrie, je vais pas avoir le temps de vraiment travailler dessus pendant ce cours. On se donne également une condition initiale, donc à t égale 0, on connaît la solution dans l'ensemble du domaine, et on va devoir se donner aussi des conditions limites, et ça j'en parlerai plus tard dans le truc, on va se concentrer pour l'instant sur l'intérieur du domaine. Et nous, on va vouloir le résoudre jusqu'à un certain temps dans le temps. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est discrétiser le temps. Donc on va se donner un pas de temps qui va représenter la différence de temps entre un temps tn plus 1 et un temps tn. Donc on discrétise notre temps comme ça. Et là-dessus, en fait, le premier truc qu'on va faire, c'est intégrer la première équation dans ce temps. Et ça va nous faire apparaître ce qu'on va appeler Wn plus 1 et Wn, qui sont en fait la valeur de notre inconnu au temps. Donc Wn, c'est notre inconnu au temps Tn, tout simplement. Donc dans notre équation, ce qui nous reste, c'est l'intégrale du gradient, de la divergence du flux, tout simplement. Alors ça, maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir une approximation de cette intégrale on va dire, d'une fonction quelconque. Donc, pour approcher une intégrale, il y a plusieurs méthodes, là aussi. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est une méthode assez simple, c'est les méthodes d'Euler, qui peut être comparée aux méthodes d'intégration des triangles.
et des rectangles, pardon. Et pour les méthodes d'intégration des rectangles, on a l'intégration soit à gauche, donc par rapport au point qui est à gauche du rectangle, soit l'intégration à droite du rectangle, ce qui correspond pour les schémas en temps à ce qu'on appelle les schémas implicites. Donc là, c'est quand on le fait plutôt à droite, qui revient en fait à intégrer le flux, à considérer que le flux prend sa valeur au temps final. Alors cette méthode-là, elle est généralement plus robuste que l'autre intégration qui sont donc les schémas explicites où on prend le flux au temps initial. Donc les schémas implicites sont généralement plus robustes, mais en fait ce terme de droite ici va, une fois qu'on aura discrétisé un espace, faire apparaître un système matriciel non linéaire qui est généralement relativement coûteux à résoudre. Donc nous, là, on essaye d'avoir des méthodes qui sont relativement peu coûteuses à résoudre et faciles à implémenter. Du coup, on va préférer les schémas explicites, donc qui demandent une approximation du flux au temps initial. Et ce type de schéma va nécessiter, là, pour le coup, une condition sur le pas de temps, qu'on va appeler dans ce cadre-là condition CFL pour courant Friedrich-Lévy. Et ça, on le voit tout de suite parce que si on imagine la première équation, donc c'est h au temps n plus 1 qui va être égal à h au temps n moins donc delta t fois quelque chose pris au temps n. Si le delta t est grand, en fait, je vais pouvoir assez facilement prendre un hn plus 1 donc si cette chose-là est grande et positive, donc ce terme-là est négatif, je vais pouvoir prendre quelque chose qui va dépasser 0 et je vais perdre la positivité de la hauteur d'eau. Donc il faut nécessairement prendre des pas de temps relativement petits pour que ce soit robuste. Donc ça se voit déjà à cet endroit-là. On va en parler un peu plus de la condition CFN. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire exactement la même chose en espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer mon inconnu Wn plus 1 sur ce qu'on appelle un volume de contrôle qui en 1D est simplement l'espace entre un point xi plus 1,5 et un point xi moins 1,5. D'accord ? Donc sur ma grille, j'ai des points comme ça, xi moins 1,5, xi plus 1,5, etc. Et mon inconnu, ça va être la moyenne de ma fonction entre ces deux points au temps tn. Voilà. Et du coup, je vais avoir l'approximation au temps tn plus 1, ça va être l'approximation au temps tn moins l'intégrale, alors je vais peut-être plutôt faire celle d'après, voilà, moins des flux numériques pris aux faces i plus 1,5 et i moins 1,5, sachant que ces flux numériques, c'est l'approximation dans le temps du flux. D'accord ? Et du coup, cette intégrale-là, on va faire un schéma explicite, donc une méthode d'intégration des rectangles à gauche. Alors la question, c'est comment calculer ces flux au niveau des faces de mon système, sachant qu'en fait, le W sur la face de mon système, c'est exactement le point où il n'est pas bien défini, puisque je vais avoir sa valeur dans la cellule, sa valeur dans la cellule voisine, mais pas pile à l'endroit de la face. C'est vraiment exactement l'endroit où il n'est pas bien défini. Alors pour ça, quand on se remet dans le cadre continu, si vous voulez, et on voit que si on a approché notre solution par une constante dans le volume I, et pareil, une constante dans le volume I plus 1, en fait, la solution, elle évoluerait de la même manière qu'un problème de Riemann pendant un certain temps. Et du coup, tout le cours qu'on a fait la dernière fois, ça revient à regarder ce qui se passe à la face d'un volume de contrôle. Okay ? Donc l'idée, ça va être de résoudre un problème de Riemann par interface entre les volumes de contrôle. Et alors là, le problème, c'est que une fois que les ondes se sont croisées, donc soit c'est deux détentes qui se croisent, soit c'est deux chocs qui se croisent, soit un choc, une détente. Enfin, dès qu'on a des ondes qui se croisent, on ne sait plus résoudre, puisque le problème de Riemann, il était basé dans l'infini. Donc c'est seulement localement proche d'une face qu'on sait résoudre le problème de Riemann. Alors pour éviter ce problème-là, tout simplement, on réduit le pas de temps pour arriver sur un temps où on n'a pas encore eu des ondes qui se croisent. Tout simplement. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde par cellule, il faut que le max entre la valeur propre qui vient de la gauche
et la valeur propre qui vient de la droite ne se soient pas croisés. Donc le max de ce qui vient de la gauche moins le min de ce qui vient de la droite, puisque il faut que ce soit négatif pour aller vers la gauche, fois le temps doit être plus petit que la taille de mon volume de contrôle. D'accord ? Alors ça, cette condition par cellule, elle est moins restrictive que la condition par FATS, mais elle est un peu moins pratique. Donc en pratique, on va plutôt utiliser la condition CFL par face, qui revient à dire en fait simplement que mon onde qui part d'une cellule ne doit pas arriver jusqu'à la moitié de ma cellule. Si une onde n'a pas parcouru la moitié de la cellule, à ce moment-là, forcément l'autre n'a pas parcouru la moitié de la cellule non plus, et du coup, elles ne peuvent pas s'être croisées. Donc c'est simplement le max des valeurs absolues de mes valeurs propres fois delta t qui doit être plus petit que le delta x sur 2, la moitié de la cellule. D'accord ? Alors, encore un petit détail ici, cette interprétation de la condition CFL sur des ondes qui se croisent, elle se comprend bien en 1D. En 1D, on voit bien des cellules, on voit bien les ondes qui n'ont pas le temps de se croiser. En multi-D, comme on a des angles, en fait, si on dessinait les ondes elles se toucheraient dès le début, à l'instant initial. Donc ça, il faut vraiment prendre ça comme une intuition d'où vient la condition CFL. Mais en fait, cette condition CFL, derrière, ce qu'il faut faire, c'est des preuves de stabilité. Et c'est vraiment les conditions nécessaires pour appliquer des théorèmes de stabilité des schémas numériques. Donc ça, normalement, on le fera à la fin. Voilà. Et une fois qu'on a résolu notre problème de Riemann et qu'on connaît notre solution au temps Tn plus 1, une solution du problème de Riemann au temps Tn plus 1, ce qu'on va faire, pour recommencer, on va moyenner dans la cellule de contrôle la solution pour repartir d'une solution qui est constante par morceau, et on va itérer comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin du temps. D'accord ? Donc, ce qui va nous donner un schéma numérique, WIN plus 1 est égal à WIN moins delta t sur delta x. Donc ça, c'est la dérivée en espace qui est la dérivée du flux. Voilà. Alors, le problème de cette... donc ça, c'est... si on pratiquait vraiment comme ça et on résolvait exactement le problème de Riemann, on aurait ce qu'on appelle un schéma de Godunov. D'accord ? Le schéma de Godunov, le problème, c'est que, donc il est très bien et on pourrait le faire. Le problème, c'est qu'il demande la résolution du problème de Riemann à chaque interface. Ça, on l'a vu la dernière fois. Donc maintenant, on connaît les fonctions, etc. Donc on a pu le faire. Mais il y a toujours le problème de l'intersection des deux courbes qu'on avait vu la dernière fois. Cette intersection des deux courbes, elle nécessite, c'est un problème non linéaire dont on n'a pas une formule explicite. Donc ça veut dire que pour chaque interface, il va falloir résoudre un problème non linéaire d'intersection de deux courbes. Ok ? Et ça, même si c'est pas très très cher, comme on doit le faire tout le temps et partout, bah ça a quand même un certain coût. Donc on veut éviter d'avoir à résoudre ce problème de Riemann. Surtout que je rappelle que comme derrière on fait une moyenne par cellule, en fait on a une grosse approximation derrière, donc ça sert à rien d'avoir un résultat très précis avant de faire une grosse approximation. Donc on va chercher à approcher le problème de Riemann pour qu'il soit suffisamment précis pour avoir un résultat, mais pas très coûteux. Alors, il y a plein de solvers de Riemann approchés différents. Moi, je vais vous présenter le schéma HLL. Donc, je pense que chaque chercheur a son schéma préféré. Moi, je vais vous présenter le schéma HLL qui a l'avantage de bien se comprendre, de bien se programmer. Et en plus, on va le voir, il a des propriétés mathématiques intéressantes. Donc, le principe du schéma HLL, donc HLL, c'est pour Arten, Lax et Van Leer, donc, qui sont trois grands noms des mathématiques appliquées. En fait, il propose de s'intéresser au problème de Riemann, mais en supposant que les ondes sont des discontinuités de contact. Donc, plutôt que de garder comme inconnue la nature des ondes, on va supposer que les ondes sont des discontinuités de contact. D'accord ? Et comme c'est des discontinuités de contact, elles vont se déplacer à la valeur propre de l'état. Donc vers la gauche, c'est le min des valeurs propres pris pour l'état gauche et de l'état droite. Et vers la droite, c'est le max des valeurs propres à gauche et à droite. D'accord ? En plus, comme c'est des discontinuités de contact, à travers ces ondes, les conditions de Rankine-Hugoniot restent valables. D'accord ? Donc on a vu la dernière fois comment établir les conditions de Rankine-Hugoniot. Et du coup, ça nous donne le système. À travers l'onde gauche, on a
S moins, donc l'approximation de la valeur propre à gauche, fois le saut des états, donc W étoile qui est l'état à l'intérieur, moins W left qui est l'état à gauche, est égal au saut des flux, donc F étoile qui est le flux à l'intérieur, moins F de WL qui est le flux à gauche. D'accord ? On fait la même chose à droite, on a la même formule, et on obtient un système de deux équations à deux inconnus, les inconnus étant W étoile et F étoile. Ok ? Alors, normalement, il y a un lien entre W étoile et F étoile. C'est-à-dire que F étoile est censé être le flux appliqué à W étoile. Là, en faisant ça, comme on a approché le système, on a perdu ce lien. D'accord ? Donc ici, on a vraiment un système de deux équations à deux inconnus déconnectés. Il est linéaire, donc on a une solution, elle est unique. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est surtout le flux, puisque ce qui m'intéresse pour appliquer mon schéma, c'est le flux aux faces. Donc c'est F étoile qui va m'intéresser. Et donc on peut résoudre le système assez facilement. On trouve que le flux prend cette forme-là. D'accord ? Donc ça, c'est le flux à l'intérieur de l'état, dans l'état intermédiaire. Ce n'est pas le flux à la face. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que on peut avoir que les deux ondes vont vers la droite. Donc si les deux ondes vont vers la droite, en fait, mon solver, ce que je veux prendre, c'est le flux au niveau de l'interface. Et le flux au niveau de l'interface, bah, c'est le flux appliqué à WL, tout simplement, puisque à l'interface, j'ai WL. Donc si S- est positif, à ce moment-là, mon flux, il faut que ce soit FL. Si les deux valeurs propres sont autour de 0, à ce moment-là, j'ai bien que mon flux à la face, c'est le flux à l'intérieur, donc je prends F étoile. Et si si mes valeurs propres sont toutes les deux négatives, donc la plus grande est négative, à ce moment-là, il faut que je prenne le flux pris à l'état droite. D'accord ? Et ça, en fait, on peut voir, donc ça ne change pas grand-chose, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça se réécrit comme la même chose que le flux à l'intérieur, en ayant juste tronqué en fait, les vitesses S étoiles. On ne prend plus le minimum des valeurs propres, mais on prend le minimum des valeurs propres et de 0, pour empêcher que ça soit dans la partie positive. Si on fait ça, si les valeurs propres sont négatives, S va être égal à 0 et S- va être égal à 0 et on peut voir que ça simplifie et on fait apparaître simplement du F à gauche. De la même chose pour si toutes les valeurs propres sont négatives, à ce moment-là, S plus est nul et on peut vérifier que tout simplifié, il va nous rester le flux à droite. Voilà. Alors maintenant, donc on a notre problème, notre schéma numérique à l'intérieur. On va être capable de calculer à l'intérieur les flux et du coup les imposer à gauche et à droite sans problème. Ce qui va nous manquer, c'est qu'est-ce qui se passe sur le bord. Donc là, sur le bord, il y a plusieurs techniques ici aussi. Une des techniques en hyperbolique, surtout avec les solvers de Riemann comme ça, qui est largement utilisée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les cellules fantômes. Les cellules fantômes, ça revient à rajouter une cellule qui est en dehors de mon domaine de calcul, donc qui n'est pas vraiment une inconnue, et de mettre un état bien choisi à l'intérieur de cette cellule fantôme. Comme ça, en fait, comme j'ai un état à gauche et un état à droite, je vais pouvoir calculer mon flux à l'interface comme s'il était à l'intérieur et faire comme si c'était à l'intérieur. Donc, mon problème se ramène à dire qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de ma cellule fantôme. D'accord ? Quel état W je dois mettre à l'intérieur de ma cellule fantôme. Alors pour ça, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr. Ça dépend des conditions limites qu'on veut mettre. Donc une condition limite qu'on veut parfois pouvoir imposer, c'est des conditions périodiques. Donc c'est-à-dire qu'une vague qui sortirait par la droite re-rentrerait par la gauche. Et pour ça, il suffit d'imposer dans la cellule fantôme de gauche l'état qu'il y avait à droite. Et inversement, dans la cellule fantôme de droite, l'état qu'il y avait à gauche. OK ? Après, il y a une autre condition limite qu'on peut vouloir mimer, c'est un mur. Donc ça, c'est donc parfois là, on parle de conditions limites symétriques. En géophysique, parfois on parle de mur parce que vraiment l'effet que ça représente, c'est comme si on rentrait dans un mur. Donc là, il faut imaginer que je ne veux pas que l'eau puisse sortir de mon domaine. J'ai mis un mur sur ma condition limite. Pour mimer ça, en fait, il suffit de mettre en place ce qu'on appelle l'état miroir. Donc c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a exactement le même
écoulement qui se passe, mais en effet miroir. Donc la même hauteur d'eau, mais la vitesse inversée. D'accord ? En gros, tous les scalaires vont être les mêmes et tous les vecteurs dans la direction normale à la face vont être inversés. Donc ça revient à dire que H0, donc là je l'ai fait que à gauche, hein, H0 est égal à H1, la même hauteur d'eau, et U0 est égal à moins U1. Un écoulement qui aurait tendance à sortir, mais je le compense en faisant le même écoulement qui rentre. Ensuite, on peut chercher à mimer un bord ouvert. Donc ça, ce serait une vague qui sort, pour mimer par exemple l'océan lointain, une vague qui peut sortir avec le moins de réflexion possible, sachant que ce n'est pas parfait. On peut faire des choses à plus ou moins haut ordre, mais une approximation assez simple qui marche à l'ordre 1, c'est de dire que c'est de simplement recopier l'état qu'on avait avant. Donc c'est-à-dire que H0 est égal à H1 et que U0 est égal à U1. D'accord ? Donc ça va permettre de faire sortir un écoulement par la gauche ici. On n'est pas obligé de choisir les mêmes conditions à droite et à gauche. Alors pour les conditions périodiques, c'est un peu bizarre. Mais pour les autres, par exemple, on peut dire en 0, j'ai un mur. Par exemple, ce serait une digue. Et à droite, j'ai un bord ouvert pour mimer l'océan lointain. On peut tout à fait choisir des choses comme ça. Alors il y a des conditions un peu plus complexes qu'on peut mettre en place, et c'est notamment pour imposer un écoulement rentrant. Donc souvent c'est pris dans des régimes, alors c'est pris pour des régimes particuliers. Donc en supercritique, c'est-à-dire quand le nombre de Froude est plus petit que 1, supercritique. J'ai toujours une hésitation. Donc c'est si U est plus grand que racine de GH. D'accord ? Donc là, c'est si U est plus grand que racine GH dans une direction où il est en train de sortir. Donc là, en fait, ça veut dire que toutes mes valeurs propres sont en train de sortir. Et en fait, mon écoulement, il ne va pas dépendre de ce que je mets dans la cellule fantôme. Donc, théoriquement, je ne peux rien imposer. Et en pratique, il faut que j'impose quelque chose dans ma cellule fantôme, mais je peux mettre n'importe quoi. Pour un flux HLL, ça ne devrait pas changer. Ça ne change pas ma solution numérique. J'ai la même chose en régime supercritique, mais cette fois rentrant. Donc le flux rentre très vite, entre guillemets, par rapport à la hauteur d'eau. Là, je suis obligé, donc toutes mes valeurs propres sont en train de rentrer, donc je suis obligé de fournir entièrement l'état fantôme. Je suis obligé de lui donner à la fois la hauteur d'eau et la vitesse. D'accord ? Donc il suffit de le donner. Et il y a des régimes plus classiques, on va dire, la plupart du temps on est plutôt sur ces régimes-là, ce qui est les régimes sous-critiques. Donc la vitesse est plus petite que racine de GH, je vais avoir une valeur propre rentrante et une valeur propre sortante. Donc la théorie me dit que je ne peux fixer qu'une seule information. Normalement c'est l'invariant de Riemann rentrant, mais ce n'est pas très pratique en général de fixer l'invariant de Riemann. Donc ce que je fais plutôt, c'est je vais chercher à fixer une quantité, donc par exemple la hauteur d'eau, et je vais dire que mon invariant de Riemann rentrant est conservé entre l'état gauche et l'état droite. Donc la hauteur d'eau, H0, je la prends égale à ce que je veux fixer, et du coup ici vous reconnaissez les formules des invariants de Riemann. U0 plus 2 racines de GH est égal à U1 plus 2 racines de GH1, et comme je connais H, grand H, je le passe de l'autre côté, ça me permet de calculer U0. Ok ? Maintenant, je peux faire la même chose pour fixer le débit. Et cette fois, je veux que HU, donc fixer H à un endroit, souvent c'est dans des inondations, on a des niveaux d'eau qu'on a repérés, et du coup on veut reproduire numériquement l'inondation, et on sait que à l'exutoire, donc c'est-à-dire à la sortie de notre domaine, on connaît la hauteur d'eau. C'est ce genre d'application qu'on veut faire. Inversement, quand on est souvent aussi dans une rivière, on connaît la quantité d'eau le volume d'eau qu'il a plu, donc on va connaître le débit qui rentre en amont de la rivière, qui rentre dans notre domaine. Du coup, on va vouloir fixer le débit. Pour fixer le débit, la quantité HU0 est fixée par mon débit, et c'est pareil, je vais vouloir fixer l'invariant de Riemann rentrant dans mon domaine. Donc ici, il faut faire attention, hein, si j'étais de l'autre côté du domaine, ce serait l'autre invariant de Riemann, donc il y aurait des moins. Okay ? Ce n'est pas toujours l'invariant de Riemann avec un plus, ça peut être l'invariant de Riemann avec un moins si je suis de l'autre côté du domaine. C'est toujours l'invariant de Riemann rentrant dans mon domaine qu'il faut fixer, ou sortant d'ailleurs.
Petite hésitation. Donc maintenant, la question, c'est comment fixer H0 et U0 d'ailleurs, sachant que j'ai cette expression et celle-ci, mais c'est pas clair comment fixer. Donc une façon de faire, en fait, c'est de multiplier donc l'expression précédente par H0. Ici, vous allez voir apparaître H0, U0, donc M. Ça va me faire disparaître mes U0. Et j'ai un polynôme d'ordre 3 dans la variable racine de H0. D'accord? Donc ça, c'est pas facile à résoudre, mais c'est possible de le résoudre avec une méthode de Newton, par exemple, avec un processus itératif. Ça rejoint à chercher l'intersection de courbes, comme pour résoudre le problème de Riemann de tout à l'heure, mais cette chose-là, je n'ai pas à le faire partout dans le domaine. J'ai seulement à le faire au niveau des conditions limites. Donc j'ai besoin de le faire une ou deux fois en 1D seulement. Donc ça ne me coûte pas si cher que ça. Mais je peux quand même considérer que c'est trop cher. Et si je considère que c'est trop cher, je peux chercher à approcher cette chose-là, par exemple en le linéarisant. Donc le linéariser, ça revient à dire, ok, là il y a certains des H0 que je vais prendre égaux à H1, parce que je suppose que H0 et H1 sont relativement proches l'un de l'autre, ma solution est relativement continue au niveau du bord. Si je fais ça, on peut se dire, ok, ça serait intéressant de prendre ce H0 là égal à H1, comme ça je vais avoir une simplification des termes. Alors ce n'est pas forcément une bonne idée de faire ça, parce que les deux termes ici vont se simplifier, et ce que vous allez avoir en fait, c'est que c'est quelque chose qui ne dépend plus vraiment de H0, et du coup vous allez faire apparaître quelque chose qui est de la forme U0 est égal à U0 est égal à M sur H1. Et si H1 est très petit, et inversement, H0 est égal à M sur U1. Et du coup, vous pouvez avoir, si U1 n'a pas le bon signe, vous pouvez avoir quelque chose qui vous donne une hauteur d'eau négative, ou au moins quelque chose qui peut devenir très grand d'un seul coup. Donc ce n'est pas la meilleure façon de linéariser. Ce qu'on préfère linéariser, en général, on le linéarise plutôt en disant que ce H0-là est en fait égal à H1. Donc tout ce terme-là est égal à H1 et j'ai juste ici un H0 puissance 3,5. Ce qui me permet d'écrire cette formule-là pour H0. Et donc on voit qu'elle est, je divise par quelque chose qui est positif, donc ce n'est pas un problème. Ce truc-là, il est toujours positif si U1 plus 2 racines de GH1 là, est suffisamment grand, ce qui revient à faire l'hypothèse que, je suis en régime sous-critique, mais au niveau discret en fait. Voilà. Si je n'ai pas si ce terme-là est négatif, si je n'ai pas le bon signe ici, je vais être obligé de résoudre le problème non linéaire. Voilà. Donc je vais arrêter avec les conditions limites. Et normalement, là, j'avais prévu si j'ai le temps, de vous faire la démonstration des propriétés du schéma HLL. Donc je vais passer au tableau. Donc regardez plus l'écran, c'est pas pour tout de suite. Donc alors, le schéma HLL, ce que j'ai dit, c'est qu'il est intéressant notamment pour ses propriétés et de stabilité. Et du coup, ce qu'on va vouloir vérifier, en fait, c'est deux choses. C'est premièrement que la hauteur d'eau reste positive, parce qu'une fois qu'elle est plus positive, les valeurs propres, les choses comme ça, même la signification physique de nos problèmes, ça n'a plus de sens. Donc c'est une propriété importante. Et l'entropie, c'est-à-dire que si on a l'entropie, donc on l'a vu avec le cours de Charlotte Perrin, ça nous donne des propriétés de stabilité, plus ou moins en temps long. Donc c'est une sorte de confirmation que notre schéma numérique va donner une solution pertinente. Alors le théorème, c'est donc sous les hypothèses donc, premièrement, que S droite I plus 1,5, donc ça c'est la valeur propre à droite au niveau de l'interface I plus 1,5, est supérieure au max des valeurs propres, au max des ondes, donc au max des ondes qui viennent de la gauche et de la droite. D'accord ? Ça, c'est les ondes de mon vrai problème. Okay ? Et du coup, en fait, c'est automatiquement vérifié si je le prends
comme j'ai défini, c'est-à-dire S plus grand que les valeurs propres, puisque les ondes sont encadrées par les valeurs propres. Donc ça, normalement, la façon dont c'est défini, c'est toujours bon. De la même manière, SL, I plus 1,5 est inférieur au min donc des sigma L, alors c'est sigma L plus et sigma L moins. Et ça, de la même manière, c'est toujours vérifié dans la manière que je l'ai pris dans le schéma. Et dernière hypothèse, c'est que le max de SR en valeur absolue et SL en valeur absolue fois delta T est inférieur ou égal à delta X sur 2. D'accord ? Donc ça, c'est la même chose, ça va me permettre d'assurer, enfin c'est ce que j'ai discuté au début, ça va me permettre d'assurer que les valeurs propres au cours du pas de temps, enfin les ondes au cours du pas de temps ne vont pas se croiser, puisqu'elles ne vont pas avoir le temps de, donc ça c'est la distance, c'est la vitesse fois le temps, donc c'est la distance que va parcourir une onde au cours du pas de temps, et elle ne peut pas avoir parcouru plus que la moitié de ma cellule. Donc ça m'évite que les ondes se croisent. Alors, donc ça, c'est une condition sur le pas de temps. Il faut choisir le pas de temps de cette manière-là. Donc, si je choisis le pas de temps de cette manière-là, alors le schéma HLL. Alors, on dit qu'il conserve les invariants de domaine. Donc, par là, notamment pour Saint-Venant, il faut comprendre que ça conserve la positivité. Ce que je vais avoir, c'est que H n plus 1 va rester positif, va du coup être positif. D'accord ? Les positivités de domaine, c'est domaine dans le sens les domaines que peuvent prendre la solution. Ok ? C'est dans un cadre un peu plus général que les applications en géophysique, c'est pour ça. Et dissipe l'entropie du système. Donc c'est, alors je vais le faire. Le résultat, il existe localement, c'est-à-dire par cellule, mais moi je vais le faire essentiellement, je vais le faire globalement. Donc c'est pour l'ensemble des cellules, sur l'ensemble des cellules, la somme de l'énergie ou l'entropie appliquée à mon état n plus 1 va être inférieur ou égal à la somme des entropies au temps n. Donc c'est ça qui me donne ma stabilité. Et j'ai oublié le E. D'accord ? Alors là-dedans, il faut comprendre que c'est dans un domaine périodique. Sinon, je vais avoir des flux au bord qui apparaissent, qui va dépendre de mes conditions limites. Donc ça, je ne vais pas m'en occuper non plus. Et comme j'ai dit, on peut écrire une inégalité d'entropie comme ça, locale par cellule. C'est juste que ça demande un peu plus de travail pour avoir la notion de flux numérique, de flux d'entropie numérique. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est pour une entropie convexe donc E de W, elle est convexe pour les variables conservatives. D'accord ? Donc c'est généralement le cadre qu'on a en hyperbolique. Vous pouvez vérifier que ça marche pour Saint-Venant, mais donc du coup c'est pour ça que ça apparaît pas dans les hypothèses parce que c'est le cadre qu'on se pose d'habitude. Mais faut quand même vérifier ça. C'est-à-dire que si on a une entropie mais qui n'est pas convexe pour les variables conservatives, ça marche pas directement non plus. Ok ? Alors pour faire ça, en fait, donc d'après les hypothèses qu'on a, on va avoir tout simplement que si je regarde une cellule I, okay, je vais avoir là la moitié de ma cellule et je vais avoir ma vraie solution, donc là l'autre moitié de la cellule, ma vraie solution, elle va faire par exemple une détente ici, d'accord,
un choc ici. Ça, c'est ma vraie solution, je rappelle. Un choc, par exemple. Je prends des exemples au hasard. Donc, normalement, mon pas de temps, il fait que je n'ai pas encore croisé la moitié de la cellule, donc c'est bien distinct. Et ce qui est important aussi, c'est que ma solution approchée, donc le problème de Riemann approché que j'ai défini, c'est quoi? C'est des discontinuités de contact qui sont plus grandes. D'accord? Qui peuvent prendre les mêmes valeurs. D'ailleurs, comme j'ai deux ondes, ça va prendre à chaque fois les alors si j'ai un choc, c'est pas sûr parce que le choc il se déplace plus lentement. Mais bon. Donc voilà. Donc mon solver de Riemann approché, il est plus large que le solver, enfin que la solution exacte. Et à l'intérieur, je vais avoir un état donc à l'instant t, tn, je vais prendre ici. Je vais avoir un état constant ici, un état intermédiaire ici pour la solution approchée. Et un état encore ici. Donc ici, je vais avoir un autre état qui va correspondre à l'état initial. Ici, j'ai deux chocs donc qui doivent être plus haut, hop, etc. OK? Alors, ce qu'il faut maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intégrale alors, je vais déjà noter W, T et X, la solution exacte. Donc celle qui est en blanc. Et je vais noter W tilde TX, la solution approchée. D'accord? Et ce que je vais regarder, c'est, j'ai encore un peu mon dessin, ce que je vais regarder, c'est l'intégrale entre, donc autour, dans cette cellule-là, dans cette cellule centrée sur la face, centrée autour d'un problème de Riemann, donc en xi plus 1 demi, alors c'est même pas jusque-là, c'est jusqu'à mon onde, d'accord, plus SL delta t et xi plus 1 demi plus SR delta t de mon approximation W tilde au temps Tn plus 1 x dx. OK? Ça, par conservation du système, comme j'ai un problème conservatif, comme c'est une approximation d'un problème conservatif, ça va être égal à l'intégrale sur le même domaine, i plus 1,5 plus SL delta t et x i moins 1,5 plus 1,5 plus SR delta t de la solution au temps Tn, ok, dx, moins l'intégrale en Tn, entre Tn et Tn plus 1 de mon flux de ma solution au point sur le bord, donc c'est au point sur, pas le bord de mon domaine d'intégration, hein, donc à la fin de mon truc, et c'est S tilde, W tilde en SR delta T moins F de W tilde T SL delta T dt. OK? Et au temps initial, mon problème approché et mon problème exact, ce sont les mêmes. Donc, de la même manière, comme je suis allé suffisamment loin, comme j'ai intégré suffisamment loin, en SR et en SL, en fait, ici, la solution exacte et la solution approchée n'ont pas encore été touchées, ni par l'onde exacte, ni par l'onde approchée, et du coup, le flux à cet endroit-là, c'est celui de la solution exacte. Donc, cette chose-là, c'est égal à l'intégrale. Donc, je peux enlever les tildes, en fait. Et de la même manière, cette chose-là, c'est égal à la valeur au temps n plus 1. Donc c'est égal à SI plus 1,5, toujours parce que c'est sur un problème conservatif.
Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de ma valeur approchée dans ce domaine est égale à l'intégrale de ma solution exacte dans ce domaine. Ok? Et en fait, cette intégrale-là, ma solution approchée, elle est constante sur ce domaine-là. Donc cette intégrale-là, c'est tout simplement SR plus SL, plus ou moins, tac, tac, moins SL, delta T fois le W tilde N I plus, alors I plus 1,5, ce que j'avais noté étoile pendant le cours sur le solveur de Riemann, autant N plus 1. D'accord? C'est l'état à l'intérieur. Ok? Donc je peux diviser aussi par ça, 1 sur SR moins SL delta T. D'accord? Et j'ai que l'état qui est à l'intérieur, l'état rouge ici à l'intérieur, est en fait égal à la moyenne de ma solution exacte dans la partie qui n'est pas constante. OK? Et en fait, là, j'ai gagné. Alors, pourquoi j'ai gagné? Une brosse. Alors j'ai gagné tout simplement parce que c'est une somme convexe mais les propriétés que je veux conserver, ce sont des fonctions convexes. Donc tout simplement, si je regarde pour shallow water par exemple, si je regarde cette propriété pour la hauteur d'eau, je vais obtenir, donc pour la première composante de mon vecteur, je vais obtenir que h tilde i plus 1,5 n plus 1, ça va être égal à la moyenne, 1 sur SR moins SL delta T, fois l'intégrale de xi plus 1,5 plus SL delta T, xi plus 1,5 plus SR delta T, de H de la vraie solution, autant Tn plus 1 de x, dx. Cette chose-là, dans le problème de Riemann, la vraie solution, elle est positive. Donc l'intégrale de quelque chose de positif, c'est positif. Ce terme-là, il est positif. Donc tout ça, c'est positif. Et là, ça montre la positivité de la hauteur d'eau. D'accord? De la même manière, comme l'entropie est une fonction convexe, je peux utiliser l'inégalité de Jensen qui me dit que si j'applique directement la fonction entropie à cette équation-là, je vais avoir que l'entropie appliquée à W tilde I plus 1,5, autant N plus 1, d'accord, c'est inférieur ou égal, donc ça c'est par l'inégalité de Jensen, d'accord, du coup, alors c'est égal à l'entropie appliquée à 1 sur SR moins SL. Donc là, juste, je réécris ce que j'avais à droite. XI plus 1,5 plus SL delta T, XI plus 1,5 plus SR delta T fois W de Tn plus 1 x dx. Et l'inégalité de Jensen me dit que ça, c'est plus petit que 1 sur SR moins SL delta T de l'intégrale de xi plus 1,5 plus SL delta T, xi plus 1,5 plus SR delta T de l'entropie appliquée à W de Tn plus 1 x dx. D'accord? Alors, sauf que là, j'ai l'entropie appliquée sur un domaine qui n'est pas mon inconnu, qui est un domaine centré sur les faces. Alors, ce que je fais, et c'est là où c'est un peu compliqué, où normalement, il faut ramener sur les cellules et qui fait apparaître les flux numériques. Moi, ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est cette partie-là
en la complétant par l'entropie, donc cette chose-là que je vais appeler E tilde n plus 1 i plus 1 demi, d'accord? Si je la complète par le petit bout qui me manque à gauche et le petit bout qui me manque à droite, en fait, je vais avoir l'entropie tilde donc de mon inconnu W tilde vu comme une fonction continue au temps Tn plus 1, d'accord, sur l'ensemble de ma cellule qui va de moins delta x sur 2 à delta x, delta x sur 2 dx. Ça, c'est plus petit que... Donc j'ai rajouté quelque chose, mais qui est constant pour les deux fonctions, qui ne change rien. Donc ici, ça va être exactement la même chose. Ça va être l'intégrale inférieure à l'intégrale de moins delta x sur 2 à delta x sur 2 de l'entropie de W de la solution exacte Tn plus 1 x dx. Voilà. Et du coup, donc ça, c'est toujours pas l'entropie de mon inconnu parce que je suis pas centré sur, je suis pas sur ma cellule, mais je suis sur une cellule qui est centrée autour de la face. Ok ? Donc c'est là la petite différence. Mais si je somme sur l'ensemble de mon domaine, bah, la somme des cellules centrées sur les faces et la somme des cellules elles-mêmes, ça représente exactement la même chose. Donc si je somme sur les faces, ça revient à sommer sur I l'entropie de... Ah oui, j'ai oublié une étape. Super. Alors ça, c'était la première inégalité de Jenseng. L'autre inégalité de Jenseng, il faut se rappeler que mon inconnu pris sur ma cellule, ça va être la moyenne des états dans la cellule. Donc je vais réintégrer dans la cellule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que W de n plus 1 i, d'accord, c'est égal à le petit bout qu'il y a dans l'onde à gauche, donc l'état Tn plus 1 ici, d'accord, le W I n plus 1, ça va être la petite partie qui est W I plus 1 demi, W tilde I plus 1 demi, ici, donc fois ce bout de domaine que je vais appeler A, plus W I n de ce petit domaine-là, plus ici W I plus, alors ici c'était moins 1 demi du coup, moins 1 demi, plus 1 demi tilde aussi, l'approximation dans ce solver-là, de ce petit domaine-là, que je vais appeler B. D'accord? Et du coup, celui-ci, c'est delta x moins A moins B. D'accord? Et quand je divise par delta x, du coup, la somme vaut 1. Donc W I n plus 1. Hop, on voit. Ouais, c'est tout là-haut. W I n plus 1, c'est égal à A sur... Alors, A delta x, j'aurais mieux fait d'appeler ça A delta x. A delta x, B delta x, et du coup, ici, c'est le tout 1 delta x, et du coup, en divisant par delta x, en faisant la moyenne, je retrouve 1. Et du coup, W I n plus 1, c'est A fois W tilde I moins 1 demi, pas de parenthèse, plus B W I plus 1 demi tilde, plus 1 moins A moins B W I n. Et ici aussi, ça nous donne une somme convexe. Et du coup, si je prends... donc pour la hauteur d'eau, comme j'ai une somme de 3 hauteurs d'eau positives, j'ai une hauteur d'eau positive. Et de la même manière, si je prends la somme des entropies au niveau des faces, ça va me faire apparaître ici la somme des entropies
alors ici au niveau des cellules, pardon, ça va nous donner la somme des entropies ici au niveau des faces. Et du coup, ça, par l'inégalité que je viens d'écrire juste au-dessus, ça va nous donner, c'est plus petit que la somme au niveau des faces de l'entropie de la solution exacte au temps Tn plus 1. D'accord? Donc ici, c'est plus une somme, d'ailleurs, c'est une intégrale. Et ceci, par définition de l'entropie, c'est plus petit que l'intégrale sur l'ensemble de mon domaine de l'entropie au temps Tn, au temps T0. Donc j'ai bien, une dissipation d'entropie. Voilà. Donc ça, c'était pour les propriétés que je voulais vous montrer sur le schéma. Maintenant, si j'ai le temps, en espérant que j'ai encore un peu de temps, je voulais vous montrer comment on implémente les schémas volume fini de manière générale et en particulier le solver HLL. Hop, c'est là. Alors, donc, je vais le faire en Python et je vais importer notamment les fonctions classiques de calcul qui sont les fonctions NumPy que je vais appeler NP. Et alors la deuxième ici, ce que j'ai appelé plot, c'est juste des petites fonctions que j'ai fabriquées moi-même, que je vous donne, qui sert. Alors il y a deux fonctions dedans, il y a une fonction qui va servir à tracer les solutions pour les voir, bon c'est pas très grave, et une solution en fait qui est la solution exacte du problème de Riemann. Que je vous donne aussi. Donc vous pouvez aller voir dedans comment c'est programmé. C'est un peu plus difficile à programmer, donc je n'ai pas montré le code, mais voilà. Donc on commence par définir les paramètres, donc la gravité, enfin l'accélération de gravité, le nombre d'inconnus. Ici le nombre de points, donc c'est 2, c'est arbitraire, 100 c'est arbitraire, on peut prendre le nombre de mailles qu'on veut, le nombre de cellules qu'on veut. La taille du domaine, donc ici j'ai pris 1, mais pareil, on peut prendre ce qu'on veut. Le temps final dans lequel on veut voir, donc 0,1, encore une fois c'est arbitraire. La fréquence des sorties, donc c'est je veux faire apparaître je veux faire une capture visuelle, enfin ici j'en fais 10 en gros, puisque c'est la fréquence, c'est le temps final divisé par 10. Et ça c'est pour le fait de tracer, c'est voir, c'est fabriquer une vidéo. Si on met false, ça fait une vidéo. Donc on commence par définir les 3 fonctions qui vont être la hauteur d'eau initiale. On met encore ce qu'on veut, hein, c'est défini. Ici, là, par exemple, c'est le problème de Riemann. Hein, on voit que si je suis avant 0,5, je mets 1. Si je suis après 0,5, je mets 0,5. La vitesse initiale, j'ai mis 0. Donc là, je suis vraiment sur le cas classique du dam break. Et je vais fabriquer mes conditions, je vais définir mes conditions limites. Donc ici, par exemple, j'ai mis à gauche, je renvoie WL, à droite, je renvoie WRight. Donc ça va me faire, c'est exactement la condition ouverte que j'ai dit. C'est-à-dire que je recopie dans la cellule fantôme l'état que j'ai juste à côté. Donc il y a 2-3 conditions limites dans le... Enfin, voilà. Maintenant, la vraie partie qui concerne le code, on commence par dimensionner le vecteur. Donc c'est un vecteur où je mets que des zéros, qui est, donc le W, c'est un vecteur de 2 inconnus, H et HU, de N1 qui étant le nombre d'inconnus, hein, je rappelle c'est 2. Alors je le fais de manière, volontairement, je ne mets pas le chiffre 2 dedans, pour vous montrer qu'en fait ça se programme quel que soit le système hyperbolique qu'on veut faire. Vous n'avez pas en fait il y a un endroit, bien sûr, où on va coder les équations, mais il y a juste un endroit où on écrit les équations. Tout le reste, c'est quelles que soient les équations. Hyperbolique conservative. Et donc le vecteur 2 inconnus, H et HU, est sur l'ensemble du maillage, donc N plus 2 points. Alors pourquoi plus 2 ? C'est les cellules fantômes à gauche et à droite. Donc là, c'est mon maillage. Donc mon maillage, ça va être des points X et le delta X, qui est la distance entre les points. Donc là, j'ai pris un maillage linéaire. Voilà. Alors donc je décale les points X d'un demi pour avoir le centre des éléments. D'accord ? Donc ça, c'est essentiellement pour tracer. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose à part à tracer. Voilà. Et je commence à mettre, dans le premier élément du vecteur, je mets la hauteur d'eau. Dans le deuxième élément du vecteur, je mets la vitesse. Donc là, je viens juste de me créer mon grand vecteur W0. D'accord ? Je me mets dans les cellules fantômes, je reconstruis mes conditions limites.
Et je commence par... alors ça, ça c'est une petite fonction pour initialiser les fonctions qui sont liées au plotage. Je me mets à t égale 0. Je dis que la prochaine sortie, je la veux au temps f_out. Et je commence, voilà, c'est ça que je voulais insister dessus, je commence par plotter, enfin, par visualiser ma condition initiale. Ça, je vous conseille vraiment de le faire systématiquement. Ça évite des erreurs. Si vous faites une simulation de 3 heures et qu'en fait, vous n'ayez pas mis les bons paramètres, c'est un peu dommage. OK ? Donc après, cette structure-là, c'est pareil, je la conseille très fortement. Donc c'est une boucle en temps où je vais faire parcourir t, je vais faire avancer t jusqu'à t max. D'accord ? Vous voyez ici, il y a t reçoit t plus delta t, donc j'avance en temps et je le fais jusqu'à t max. D'accord ? Le premier truc à faire, c'est choisir un pas de temps. Et le pas de temps que je choisis, pour l'instant, ce n'est pas la condition CFL ici, c'est simplement, je veux que mon pas de temps, il atteigne le prochain temps qui m'intéresse. Donc c'est soit la fin de la simulation, donc là j'essaye de viser le temps final, soit le temps où je vais faire une sortie. D'accord ? Et ensuite, je vais faire quelque chose ici que pour l'instant je cache un peu, qui est avancer en temps pour ma solution. D'accord ? Donc pour l'instant je le cache. J'avance en temps et si je suis sur un temps de sortie ou si je suis à la fin de mon temps, je fais en fait une sortie des graphiques. Donc je définis mon prochain pas de temps qui est la prochaine fois où je veux faire une sortie et je fais une sortie. Alors ça, ce serait la fonction pour faire une sortie simple. Là, je vais utiliser une autre fonction qui est compare, qui me permet de comparer ma solution, qui est ici, que je viens de calculer, avec la solution Riemann, qui est la solution exacte du problème de Riemann. Okay ? Donc quand je n'ai pas de solution exacte, je vais plutôt utiliser la première fonction qui simplement me trace ma solution. Et quand j'ai une solution exacte, je vais chercher à la comparer. Voilà. Et je fais ça jusqu'à la fin du temps. Donc cette structure-là, encore une fois, j'ai encore rien fait. C'est vraiment une structure de code. J'ai juste dit que j'avance en temps avec, entre chaque temps, je vais avoir une fonction ici qui va calculer ma prochaine étape en temps. Ma prochaine solution au temps d'après. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction TimeStep là ? Eh bien, du coup, c'est mon schéma volume fini. Et pour résumer, il se fait en 3 temps. Il y a la partie schéma en temps, qui est un schéma d'Euler explicite, donc qui s'écrit comme ça. Et du coup, c'est ce qu'on voit ici, Euler explicite. Donc, je prends un W et je vais prendre comme argument le W avant de l'actualiser. Donc ça va être le Wn plus 1. Ça, c'est mon Wn. Et je vais prendre une source, Sn. Donc c'est vraiment ça fait vraiment cette fonction-là, la première fonction, le Euler explicite. Ensuite, je vais faire un schéma volume fini. Donc ça, c'est pour calculer S, j'ai une autre fonction qui est ce schéma volume fini qui se calcule. Le S, ça me dit que c'est moins le flux à droite, moins le gradient du flux à droite moins le flux à gauche divisé par delta x. D'accord ? C'est ce que va devoir faire cette fonction volume fini. Et bien sûr, il faut que je remette les conditions limites à la fin de ce calcul-là. Je pourrais réactualiser mes conditions limites. OK ? Du coup, tout ce que j'ai à programmer, c'est la fonction volume fini, la fonction Euler, et le flux HLL, a priori, puisque c'est celui-là que je vais utiliser. Donc la fonction Euler, elle est hyper simple, c'est W reçoit W plus DTS. Voilà, c'est super simple. Et là, encore une fois, ça ne dépend pas de la taille du vecteur, ça ne dépend rien du tout. Le schéma volume fini, c'est là aussi assez simple, en fait. Donc, il faut commencer par dimensionner les sources. On parcourt, alors j'ai fait exprès d'appeler ça F, parce qu'on va parcourir les faces et pas les éléments. En fait, il ne faut pas calculer le flux à gauche et le flux à droite et l'appliquer à la source. En fait, il faut, pour limiter le nombre de calculs, il faut calculer une fois le flux et l'associer à droite et à gauche. D'accord ? Ça, c'est assez important parce que, premièrement, ça vous évite des calculs. Et deuxièmement, comme on ne calcule qu'une seule fois le flux, on est sûr, avec les erreurs numériques, avec les erreurs dues à l'impression de la machine, on est sûr que ce qu'on met à gauche et ce qu'on met à droite, c'est exactement la même chose. Donc, on va forcer la conservation comme ça. Donc, c'est ce que je fais. Là, je calcule, j'ai une fonction donc, qui est flux HLL dans mon cas. Si vous avez envie de programmer d'autres flux, vous pouvez, et du coup, ça serait d'autres fonctions, qui va me rendre le flux et les célérités étant, alors ça s'appelle aussi S, mais c'est ce que j'avais appelé dans le cours là, S, R et SL. J'ai besoin de ces vitesses parce que c'est ces vitesses qui vont me permettre de contrôler mon pas de temps.
Et mon pas de temps, du coup, il est contrôlé, ce que j'ai écrit ici, c'est le min entre l'ancien pas de temps, je veux toujours réduire mon pas de temps, je veux jamais augmenter, donc quand je calcule un pas de temps, c'est toujours le min entre mon pas de temps et un nouveau pas de temps qui est, donc là vous reconnaissez delta x sur 2, divisé par les valeurs propres. OK ? Et du coup, donc ça c'était l'utilité de cette célérité. Et du coup, si je ne suis pas sur la première face, je vais affecter à mon terme source le flux dans la cellule à gauche. Et si je ne suis pas sur la dernière face à droite, je vais la mettre sur ma cellule à droite. D'accord ? Et je renvoie mon flux divisé par delta x, parce que là, je n'ai pas encore divisé par delta x. Et je renvoie delta t pour qu'il puisse actualiser le temps. OK ? Donc ça, encore une fois, c'est quel que soit votre schéma volume fini, en fait, vous allez faire ça. Et maintenant, il ne reste plus que la fonction HLL. Et la fonction HLL, c'est aussi très simple, c'est exactement la formule qu'on a dit. Donc c'est-à-dire, je commence par calculer la vitesse à gauche, c'est le min entre 0 et le min entre les valeurs propres pris par mon état gauche et le min avec les valeurs propres pris pour mon état à droite. Pareil, l'état à droite, c'est le max entre... alors oui, là il y a un moins, c'est parce que c'est les valeurs absolues, c'est le valeur absolue de ce truc-là. Et comme j'ai un min entre 1 et 0, c'est forcément négatif, donc j'appelle le moins. Comme ça, SL, il est positif. Donc SR, c'est le max entre 0 et le max des valeurs propres. Et là, c'est la formule que j'ai montrée au tableau. C'est juste une formule. Alors là-dedans, vous voyez que ça fait apparaître le flux de mon équation pris sur l'état gauche et le flux de mon équation pris sur l'état droite. Donc ça, en fait, c'est vraiment le seul endroit où j'ai écrit mon équation. Dans tout le code ici, il faut que ce soit une équation hyperbolique conservative, mais dès que vous avez une équation hyperbolique conservative, vous appliquez le même code, juste vous changez cette fonction-là, qui est le flux. Donc je rappelle, W1 c'est HU, donc le premier élément de mon flux c'est HU, et ici on voit apparaître HU carré divisé par H, donc ça c'est H fois U carré, c'est la même chose, plus G sur 2 fois H carré. D'accord ? C'est le flux de Saint-Venant, juste ça. Alors il y avait une autre fonction ici qui était eigenvalues, j'ai besoin des valeurs propres, puisque ça aussi c'est quelque chose qui va dépendre de mon flux, donc je ne le connais pas. Donc je me fais aussi j'ai aussi besoin d'une fonction eigenvalues qui va donc renvoyer les valeurs propres, et du coup c'est U plus ou moins racine de GH. Ok ? Donc il faut connaître les valeurs propres de votre système. Et après vous avez gagné. Donc normalement il faudrait que je montre des simulations. Alors j'ai oublié de les préparer forcément. Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est exactement ce que je vous ai montré. Les codes de Python, c'est ceux que j'ai écrits au-dessus. Et du coup, je ne sais plus ce que j'ai dans mes paramètres. Pourquoi ils ne les ouvrent pas ? Non, c'était dans paramètres. Voilà, donc j'ai mis, vous voyez ici, alors je ne sais pas si c'est assez grand, je vais agrandir. J'ai mis 1000 points. Alors il y a d'autres paramètres en plus, c'est pour la suite des cours. Ah, on ne le voit plus trop. Pourquoi on ne voit plus ? C'est un peu décalé. Bon, il y a quelques paramètres en plus, c'est pour la suite du cours, d'accord ? Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc j'ai 1000 points et mon état à gauche et mon état à droite, voilà, c'est un demi de... Donc c'est l'état que j'ai mis tout à l'heure. Et je suis bien sûr du Saint-Venant. Voilà. Et du coup, on voit apparaître...
En rouge, alors 1000 points c'est peut-être un peu beaucoup, en rouge c'est la solution exacte et en bleu c'est la solution numérique. Et du coup là, il ne faut pas regarder les deux suivants. Et donc c'est la vitesse, la hauteur d'eau et la vitesse, et on voit qu'on colle relativement bien à ce qu'on cherchait, à la solution qu'on cherchait. Donc si je mets moins de points, on va voir un peu plus ce qu'on appelle la diffusion numérique. Donc le schéma, en rouge vous avez la solution exacte, en bleu la solution numérique avec le code HLL, et on voit qu'on approche la solution relativement bien, mais on a quand même, notamment au niveau des discontinuités, ce qu'on appelle la diffusion numérique. Par contre, donc c'est relié au problème de positivité, là, c'est la notion d'invariant par domaine. On voit bien que ma solution numérique, elle ne dépasse pas les bords au niveau des chocs, je n'ai pas d'une élévation plus grande, et ce qui me permet d'assurer en fait que ma hauteur d'eau ne va pas devenir négative, ne va pas excéder les valeurs au bord. Donc c'est une des propriétés de ce schéma. Voilà. Ce qui le rend très robuste. Alors j'ai perdu maintenant mon cours. Trop de trucs ouverts. Voilà, et du coup, pour conclure, il y a quelques trucs qui serait bien d'aller voir en plus, c'est comment passer ce code en multi-D. Donc ça, c'est très lié à la notion d'invariance par rotation que je vous avais parlé lors du premier cours. Comme l'équation est invariante par rotation, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est calculer les flux dans une direction simplement en tournant notre inconnu dans la direction souhaitée, calculer le flux et ensuite retourner le flux dans la direction du référentiel initial. Donc c'est pas très difficile, il faut juste l'avoir vu une fois, et ça permet en fait une fois qu'on a un code 1D, avoir un code multi-D pour pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de coder une rotation. Ensuite, c'est des traitements des termes sources, donc notamment la bathymétrie, et des notions d'état d'équilibre. Alors ça, c'est en hyperbolique, quand on a un terme source, il faut voir qu'en stationnaire, il faut équilibrer le terme de flux et le terme source pour éviter d'avoir des perturbations. Et ça demande des discrétisations des termes sources qui sont parfois assez compliquées. Donc c'est des notions un peu supplémentaires à voir, mais qui sont nécessaires si on veut vraiment avoir un code qui soit suffisamment, on va dire, au niveau de l'état de l'art actuellement. Les codes maintenant vérifient beaucoup la stabilité des états stationnaires. Alors, toutes les problématiques liées au schéma d'ordre élevé. Donc en temps, il y a les méthodes de type Runge-Kutta ou de Backward-Euler, ADER. Donc c'est des méthodes. En hyperbolique, on utilise beaucoup Runge-Kutta. Donc c'est des méthodes d'intégration en temps d'ordre plus élevé. Et en espace, on a Mussel, Eno, Ueno. Donc ça, c'est des reconstructions polynomiales plus loin pour avoir une approximation plus précise de l'inconnu à la face, avant d'appliquer le solver de Riemann. Et il y a des méthodes type DG qui sont plutôt mettre dans la cellule des degrés supplémentaires, des degrés de liberté supplémentaires pour avoir une meilleure approximation de l'inconnu, mais à l'intérieur même de la cellule. Voilà. Donc l'analyse des schémas, donc là je vous ai parlé un peu de stabilité entropie, mais il faudrait aller voir un peu plus loin, et notamment dans les références, je vous conseille ces références. Voilà. Le livre de François Bouchu par exemple est très accessible, assez facile à lire. Après il y a le livre de Taureau où il y a vraiment un panel de beaucoup de solutions qui est très intéressant. Voilà. Et pour un panel complet, on va dire, complet, pas du numérique, mais il y a un bon lien entre le côté théorique et numérique. Il y a le livre de Godlewski-Arviar qui est aussi très intéressant. Voilà, je vous remercie.